à toutes et à tous. L'année dernière, 71 millions de personnes étaient contraintes de fuir leur domicile pour se réfugier dans une région voisine, une région où il y a moins de milices, une région où les bombes ne pleuvent pas, où la sécheresse est moins rude et les inondations moins fréquentes pour le moment. La guerre au Soudan, la résurgence des milices armées au Congo, les inondations au Pakistan, les violences djihadistes au Sahel, la montée des mers sur les côtes, tous ces phénomènes entraînent des déplacements de centaines de milliers de familles qui vont trouver provisoirement refuge dans une zone plus tranquille ou essayer de reconstruire leur vie ailleurs. Des familles à qui il faut trouver un logement, des hommes et des femmes à qui il faut trouver un travail, des enfants à qui il faut trouver une place à l'école, des soins également à apporter en urgence et une protection à assurer. Alors comment les pays peuvent prendre en charge leurs déplacés internes? Comment assurer leur sécurité, les intégrer? Comment les populations locales perçoivent-elles leurs arrivées et les accueillent-elles? Nous en parlons avec Camille Romain-Desbaux, directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Bonjour. Bonjour. Et Florence Boyer de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, spécialiste des migrations de la zone Sahel. Bonjour. Bonjour. Nous attendons évidemment vos questions, vos témoignages. Est-ce que vous avez dû vous aussi vous déplacer à l'intérieur de votre pays? Comment avez-vous reconstruit votre vie? Comment améliorer les services d'accueil et de solidarité des autorités, des ONG? Le numéro WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. On échange. Bonjour à tous les auditeurs des RFI. 8 milliards de voisins. On est ensemble. Et les 3/4 de ces déplacés internes sont concentrés d'ailleurs sur 10 pays, en tout cas pour 2022, la Syrie, l'Afghanistan, la RDC, l'Ukraine, la Colombie, l'Éthiopie, le Yémen, le Nigeria, la Somalie et le Soudan. Camille Romain-Desbaux, vous qui avez une vision d'ensemble peut-être de ce qui se passe sur le terrain avec les ONG, est-ce qu'il y a une présence dans tous ces territoires? Est-ce que certains sont plus aidés que d'autres? Alors, Vision du Monde est en effet présent dans une centaine de pays, donc nous voyons que ce phénomène de déplacement interne s'accroît, grandit, qu'il n'épargne malheureusement aucun continent et qu'aujourd'hui, quand on parle de réfugiés à l'échelle mondiale, la majorité des réfugiés sont en fait des personnes qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Ce que l'on veut aussi souligner, c'est que l'on voit que parmi tous ces réfugiés, des millions parmi eux sont des enfants. Et l'on veut attirer l'attention plus particulièrement sur la situation très difficile pour ces enfants en particulier. Vous le disiez, l'accès à l'éducation notamment est un des enjeux communs, je dirais, à toutes ces familles à travers le monde. Parce qu'il y a une différence peut-être sémantique qu'il faut faire aussi tout de suite quand on parle de réfugiés, de migrants, de déplacés. Quand on dit de déplacés internes, est-ce que vous pourriez nous expliquer pour éviter qu'on confonde les termes? Oui, quand on parle vraiment de déplacement interne et de déplacés internes, c'est que l'on parle des familles qui effectivement ont dû fuir l'endroit où elles sont nées, l'endroit où elles vivent, forcées quelque part à tout quitter parce que la vie n'est plus possible dans cette zone-là. Donc c'est soit parce qu'elles ne peuvent plus vivre, se nourrir, soit parce que les conditions sécuritaires ne sont plus satisfaisantes et qu'il faut partir. Sans traverser les frontières. Sans traverser les frontières. Alors qu'on parle de réfugiés quand on traverse une frontière. Alors en fait, il y a pas forcément. Non, pas forcément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réfugiés, en fait, la majorité des réfugiés sont déplacés en fait à l'intérieur d'un même pays. Florence Boyer, aujourd'hui, ce sont donc dans ces pays-là, ces 10 pays que j'ai cités tout à l'heure, que se trouvent la plupart des déplacés internes. Alors, on ne peut pas anticiper forcément les guerres et les conflits, évidemment, mais en ce qui concerne les phénomènes climatiques, ça, c'est possible. Et parmi ces déplacés internes, 32 millions de départs sont liés à une catastrophe naturelle. Et on sait déjà que en 2050, alors il y aura plus de 32 millions de déplacés climatiques comme aujourd'hui, mais il y en aura 216 millions et la moitié en Afrique. Quelles seraient les zones les plus touchées selon vous, Florence Boyer? Alors effectivement, dans ces prévisions sur les déplacés internes pour des raisons climatiques, à la fois de catastrophes ou d'évolution environnementale plus lente, ne serait-ce que la hausse des températures, par exemple, ils seront les zones les principales. Potentiellement seront les principales touchées. C'est d'abord la zone sahélienne, alors le Grand Sahel, de Dakar à Djibouti, pas uniquement sur l'Afrique de l'Ouest. Également des zones qui peuvent être aussi touchées par la montée des eaux, donc des zones maritimes,
qui peuvent être aussi concernés par cet ensemble de déplacements et notamment par ce phénomène de catastrophe. Et l'autre élément du changement climatique qui tend à accroître le nombre de déplacés internes, c'est aussi la multiplication des catastrophes environnementales, des catastrophes naturelles. On commence déjà à le voir aujourd'hui, avec une multiplication des inondations, par exemple au Sahel, même si c'est pas forcément intuitif de penser comme cela. Et en début d'émission, vous citiez le chiffre pour l'année 2022 de 61 millions de nouveaux déplacés internes. La moitié, un petit peu plus de la moitié, le sont pour des raisons de catastrophes environnementales. Donc cette dimension environnementale, bon, on peut pas prédire les conflits, et voilà, on va espérer qu'ils ne vont pas s'intensifier ou se multiplier, mais en tout cas cette dimension environnementale tend à prendre de plus en plus de place dans les déplacements, aux côtés et avec les conflits, les deux facteurs environnementaux conflictuels pouvant s'ajouter, en tout cas se compléter pour pousser à ces déplacements. Mais une question pour vous, Camille Romain Debeau, ça veut dire que on peut commencer à anticiper ces déplacés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un meilleur accueil ou qu'il n'y ait pas de départ, peut-être? Oui, alors il y a des choses que l'on peut anticiper puisqu'il y a des phénomènes, on le disait là, qui sont déjà à l'œuvre. On le voit en Afrique de l'Ouest notamment, les périodes de soudure sont plus longues. On peut préciser ce que c'est, période de soudure, c'est une période entre deux récoltes où on a épuisé les stocks qu'on vient de récolter et on n'a pas encore récolté les suivants. Exactement, c'est ça. Donc je dirais que la première chose que l'on peut faire, c'est de prévenir les départs et tout faire pour faire en sorte que les familles puissent rester là où elles ont grandi et là où elles souhaitent vivre bien souvent. Et donc là, on peut porter un message d'espoir parce qu'il y a des choses très concrètes que l'on peut faire pour à la fois favoriser l'accès à l'eau potable, garder l'eau, garder les ressources naturelles, les protéger. Et je dirais que quand on parle d'environnement, on pense aussi bien sûr aux forêts. Et les forêts ne sont pas antinomiques avec le Sahel. Et je veux citer ici une approche qui a été développée dans les années 80 au Niger, qui s'appelle la régénération naturelle assistée, qui est une approche qui permet en fait de faire repartir les sols, repartir les forêts sans planter d'arbres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette approche a permis de reverdir en fait des millions d'hectares au Niger, et on sait que cette approche donc de régénération naturelle assistée est aujourd'hui un rempart contre les départs, puisqu'elle permet de faire revenir l'eau, de faire pousser des arbres qui sont source de revenus pour les familles. Ça permet des meilleurs rendements agricoles. Donc ça fait partie des solutions très concrètes aujourd'hui pour l'Afrique, mais pas uniquement, pour lutter, si vous voulez, contre les effets de l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes, inondations ou sécheresse. Et au niveau justement de cette anticipation et de son financement, est-ce que l'aide internationale est pour le moment à la hauteur ou elle n'a qu'une réponse sur l'urgence et le départ ? Alors, vaste sujet. Je dirais surtout c'est une question d'orientation. Si je reprends encore une fois l'exemple de la forêt, on peut questionner les millions mis dans la Great Green Wall, qui n'a rien aujourd'hui d'une muraille, alors que des solutions existent. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est une prise de conscience de ce qui est nécessaire et de laisser le choix et les idées au plus proche en fait des familles et des personnes concernées, plutôt que de vouloir venir plaquer en fait des solutions qui partent de très loin et qui ne sont pas forcément adaptées aux contextes locaux. Il y a 5 ans, Aimé a quitté à toute vitesse son village après une violente attaque du groupe armé, la Codeco. Quand ils étaient venus dans notre village, ils avaient incendié de la maison, ils avaient tué des personnes, ils avaient détruit des écoles, ils avaient même détruit les hôpitaux. Depuis, il vit dans un camp à Kigundi, à proximité de Bunia. Ici, il tente de reprendre sa vie d'avant. Il est enseignant, mais ne perçoit aucun salaire. Jusqu'à présent, nous n'attendons ça rien. Alors la vie est très difficile. Roger est un voisin. Même si lui habite à quelques pas d'ici, sa famille vit sous les bâches en plastique du camp de déplacés. Tous déplorent l'abandon des autorités et de la communauté internationale. Le 1v3, on en parle tout le temps. C'est le monde entier qui connaît la situation des gens du Kivu. À Beni, on connaît ce que les EDF nous font. Mais ici, il est question d'attirer
l'attention du monde sur le massacre. D'autant que l'aide alimentaire n'est pas arrivée depuis 8 mois. Difficile de trouver de quoi manger. Les champs que les déplacés avaient fini par acheter à proximité du camp sont inaccessibles, explique Maman Jeanne, gestionnaire du camp. Le problème est que quand ils apprennent dans les villages environnants, il y a telle chose qui s'est passée, ils passent aussi à leur retour que ça peut leur arriver aussi. Puis c'est arrivé aussi dans d'autres sites. Le 19 janvier dernier, 10 déplacés ont été tués sur le site de la Plaine Savo par des miliciens présumés Codeco. Coralie Pierret, de retour de Bunia, RFI. Un reportage en Ituri de Coralie Pierret, donc Ituri c'est à l'est de la RDC, où des civils qui fuyaient la violence des milices ont trouvé refuge dans le camp de Kigondi en l'occurrence. Des camps de ce type, Florence Boyer, est-ce que c'est la réponse principale, la réponse en tout cas par défaut, qui est proposée à l'accueil des déplacés internes ? Ça peut être une réponse par défaut, mais disons qu'il y a quand même une volonté à l'heure actuelle, alors qui dépend de certains États, d'une part, et d'autre part d'organisations internationales, de sortir de cet accueil en camp, même si certaines situations d'urgence, de nombre de personnes à accueillir, exigent ce format entre guillemets du camp. On pourrait parler par exemple de l'exemple du Niger, où il y a un certain nombre d'initiatives de la part du HCR et aussi à la demande de l'État nigérien de ne pas se construire de grands camps qui sont toujours très compliqués à fermer au fil des années, et donc d'avoir un accueil au sein des communautés dans les villages, ce qui permet aussi dans des contextes de grande pauvreté, partagés à la fois par les personnes qui sont accueillantes et les personnes qui sont accueillies, de pallier ou en tout cas de diminuer des logiques d'inégalité qui peuvent se construire avec d'un côté des personnes prises en charge parce que déplacés internes et d'un autre côté des personnes qui certes sont là mais sont tout aussi dans des situations de vulnérabilité. Donc sur un mode de prise en charge qui est plus global et qui intègre ces populations accueillantes. En fait, ce modèle du camp, les organisations internationales essayent d'en sortir. D'abord parce que la durée de vie moyenne d'un camp, je crois, est de plus de 10 ans de mémoire. Et notamment, on ne sait pas, en fait, on sait ouvrir un camp, mais on ne sait pas comment fermer un camp. Et donc, c'est aussi une des difficultés pour ces organisations, avec cette volonté aussi, en accueillant au sein des communautés ou à proximité des communautés, de favoriser l'installation, l'insertion de ces populations ou déplacées internes ou réfugiés si elles viennent d'un autre pays. En avril 2020, justement, Florence Boyer, en pleine pandémie de Covid, le camp de déplacés de Faladier, c'est du côté de Bamako au Mali, il y avait 300 familles et 1900 personnes qui y avaient trouvé refuge, qui fuyaient notamment la région de Mopti. Ce camp, il a été détruit par un incendie. Alors, aucune victime humaine à déplorer, fort heureusement, mais tout le reste, habitat, les vivres, etc., tout est parti en fumée. Ça veut dire que quand on se retrouve dans un camp comme celui-là, il y a une vulnérabilité supplémentaire aussi. On est parti de chez soi, on a été déraciné, et en plus de ça, on vit dans un habitat qui est extrêmement précaire, et surtout en temps de pandémie. C'est ce que vous avez pu observer aussi dans la région sahélienne? Alors, en fait, il faut aussi savoir ce qu'on entend derrière le mot camp. C'est-à-dire que vous avez des camps qui vont être construits par le HCR, ses partenaires, donc qui sont des dispositifs le commissariat de tentes, aux réfugiés, pardon, oui. Donc avec des tentes, etc., et une certaine forme de structuration. C'est une forme précaire d'habitat, mais il y a quand même une certaine structuration, un minimum d'accès à la santé, progressivement parfois à l'éducation, etc. Dans d'autres situations, ce qu'on met aussi derrière le mot camp, et c'est le cas de Faladier à Bamako et d'autres camps, par exemple en périphérie de Ouagadougou au Burkina. Disons que c'est un usage très large du mot camp. Ce sont des personnes qui sont venues, qui sont déplacées internes, qui sont parties de chez elles dans l'urgence et qui s'installent dans les périphéries des grandes villes de manière tout à fait informelle en fait. Et elles font ce qui fait camp, c'est le rassemblement, le regroupement de ces personnes et potentiellement, et ça c'est très variable en fonction aussi des États justement, et des acteurs humanitaires présents ou non sur place,
qui progressivement donc peuvent être prises en charge par des acteurs humanitaires sur l'alimentation, par exemple sur la santé, enfin sur dans une logique d'urgence. Et si vous voulez, il y a, derrière le terme camp, on peut avoir d'un côté quelque chose de très structuré et d'un autre côté de l'habitat informel qui ressemble, que dans d'autres contextes on appellerait du bidonville, qui effectivement sont beaucoup plus les incendies beaucoup plus vulnérables face aux incendies, en particulier ce qui s'est passé à Bamako, puisque souvent on transporte en ville un habitat rural qui est fait de paille, de matériaux de récupération, de carton, des tissus, etc. Donc voilà, il y a différentes formes de camps. Et disons que ces camps informels urbains sont quand même des lieux, pour le coup, de très grande vulnérabilité. Et si on regarde dans la durée, les trajectoires de certaines familles, par exemple au Sahel, qui sont arrivées dans ces formes d'habitat précaires au moment des grandes sécheresses de 73 ou de 86, on se rend compte, lorsqu'on regarde les trajectoires de ces familles dans le temps long, qu'il est extrêmement difficile de sortir de cette vulnérabilité, de sortir de ce mode d'habitat précaire d'abord, d'accéder à un travail, en tout cas d'accéder à une forme d'installation plus pérenne dans les espaces urbains. 8 milliards de voisins et de voisines. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et on part à présent à Kinshasa, en RDC, avec vous, Jemima. Bonjour. Bonjour Amélie, bonjour 8 milliards de voisines et voisins. Jemima, vous avez vous aussi été déplacée interne dans les années 90 et vous souhaitiez nous raconter votre histoire. Merci infiniment déjà de la partager avec nous. On vous écoute, Jemima. Effectivement, c'est comme vous l'avez dit là. Moi et ma famille, ainsi que les membres de la communauté kassaïenne, nous avons été, on nous appelait à l'époque là les refoulés. C'était suite à un conflit tribal dans les années 90. Donc nous étions des milliers de familles refoulées du Chaba, actuellement Katanga, plus précisément de la ville de Kolwezi et de Kassi. Donc nous étions obligés de retourner au Kasaï. C'est au sud, Kolwezi, c'est au sud du pays, je précise. C'est au sud du pays actuellement, c'est dans le chef-lieu de la province de Lualaba. À l'époque, on l'appelait poumon du Zaïre. C'est là où il y a les mines de cobalt, cuivre, mercure, etc. Même l'uranium, c'est dans ces groupes, dans ces coins-là du pays. Alors là, mes grands-parents et parents avaient quitté le Kasaï depuis le début du XXe siècle, dans les années 1910-1912, ont été utilisés comme main d'œuvre dans la générale des carrières et des mines. Malheureusement, avec donc la crise économique des années 90, il y a eu une milice armée à l'époque là au Katanga qui a décidé de faire partir tous les Kassaïens, soit disant que c'est eux qui prenaient le travail des autres et qu'il était bon pour eux de retourner au Kasaï. Mais ça n'a pas été facile. Et vous faisiez partie de ces familles qui ont dû fuir. Vous aviez quel âge à l'époque, Jemima? À l'époque, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'avais 21 ans, c'était en 1993. Donc, je venais d'avoir mon bac. Et avec espoir de continuer les études sur place. Mais malheureusement, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en train de dormir à la Belle Étoile. Il y a la famille de ma grande sœur qui nous avait reçu plus de 20 familles. Nous étions obligés de vivre les uns sur les autres pendant des longues semaines en attendant un train qui devait nous amener dans les Kasaï. Mais là, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, pas de nourriture. Et puis, il y a aussi le désespoir, tu sais pas si tu vas survivre parce que la milice était armée avec donc des armes blanches. Donc, c'était vraiment très compliqué pour vivre et survivre parce qu'il y a eu beaucoup de morts sur la route qui était le Katanga arrivé à Kananga. Il y a eu des centaines de personnes qui étaient décédées à cause des mauvaises conditions de vie. Et puis le surpeuplement dans les trains, l'étouffement, etc. Et la faim aussi. Vous avez réussi à trouver de l'aide à un moment sur votre parcours, Jemima? Il y a des acteurs qui étaient là à certains endroits, peut-être pour vous venir en aide? Par exemple, pour quitter les Katanga, pour arriver jusqu'à Kananga, il y avait un petit groupe de médecins sans frontières qui donnaient les médicaments. Juste les médicaments parce qu'il y avait des diarrhées. À l'époque, c'était la dysenterie.
et puis 2 fois quelques biscuits vitaminés. Mais c'était pas suffisant parce que le nombre de déplacés était donc indéterminé. On ne savait pas combien de personnes à qui ils devaient faire face. Mais l'aide que nous avons reçue significative, c'était de l'Église catholique sur place à Kananga. Sur le plan médical, franchement, l'Église catholique a été formidable parce que on nous avait remis des cartes qui nous donnaient accès aux soins médicaux gratuitement et dans de bonnes conditions. Mais à part ça, nous, on a eu la chance d'être reçus par une famille d'accueil. Mais les autres, ils ont passé 6 mois, 9 mois à dormir à l'extérieur dans les installations de la Société nationale de chemin de fer à l'époque là. Je me tourne vers vous, Camille Romain Desbaux, justement. Cette aide de l'Église catholique, elle est encore assez présente en RDC? Oui, et généralement... C'est un des premiers acteurs qui intervient. C'est effectivement un acteur majeur, et je dirais que partout dans le monde, en tout cas, nous on peut observer que dans les pays, dans beaucoup de pays où on est, les églises, donc catholiques, mais aussi des réseaux protestants, sont vraiment très actifs et ils sont effectivement au contact des plus vulnérables, et souvent leurs ouailles elles-mêmes sont souvent très généreuses et accueillent. Je l'ai vu quand je suis allée en Moldavie. Alors c'était des réfugiés ukrainiens, et ces réseaux-là ont été dans les premiers en fait à accueillir les mamans et leurs enfants. Jemima, est-ce qu'une fois que vous avez été accueillie donc par votre sœur à Kananga, une fois que la situation sur place dans le Grand Kasaï, là au sud, s'est stabilisée, est-ce que vous avez pu retourner chez vous? Non. Jusqu'alors, ma mère avait 2 parcelles. Comme elle avait des papiers de l'État à l'époque là, il y a eu un chef de quartier qui a vendu ça. Mais maintenant, on est au niveau de la justice, pour essayer de récupérer les parcelles, les maisons de ma mère. Ça fait déjà à peu près 30 ans passés. Oui, 30 ans après, vous êtes encore en combat administratif pour récupérer. Oui, pour récupérer, parce qu'il y a quelqu'un ma mère avait juste un petit logement, mais le monsieur, il a construit une maison en dur. Une maison qui coûte, je peux même dire 100 fois plus que ce que ma mère avait dépensé. Mais heureusement, l'État congolais a donné raison à ma mère parce qu'elle avait des papiers et que bon, voilà, c'est ça le grand combat. Mais ce qui est aussi horrible, c'est que les effets négatifs de ces déplacements, ça s'est fait sentir jusqu'aujourd'hui. Moi, je connais une famille qui était composée de 10 personnes. Malheureusement, 8 enfants et la maman sont décédés. Seul le papa et le garçon ont dû survivre. Au cours du voyage? Oui. Parce que imaginez, 8 jours, 10 jours, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire. Et puis tout le temps, il y a la milice qui vient vous attaquer la nuit. Il y a la dépression et il y a la surpopulation. Les gens vivent les uns à côté des autres. Il y a des conflits à tout moment. Là, c'est quelque chose qui a impacté des vies. Moi, j'ai vu des gens être dépressifs, faire la folie. Imaginez quelqu'un qui était ingénieur, vivait dans de bonnes conditions. Du jour au lendemain, il va boire dans la source et puis mendier à bord de la rue. J'ai vu des gens mourir. Ma propre amie est morte enceinte parce que elle a fait un palu à bord du train alors qu'il n'y avait pas de médecins. Et pas de soins à disposition. Mais je vais aussi expliquer qu'à l'époque, il y avait aussi Oxfam qui a beaucoup aidé par rapport à la nourriture. Mais malheureusement, donc ces équipes étaient confrontées à un problème du fait que même les gens que nous avions trouvés sur place à Kananga se faisaient passer pour les refoulés. Donc, ça veut dire qu'il y avait un mélange de population entre donc des personnes qui étaient déplacées et puis d'autres personnes qui manifestement avaient aussi simplement besoin d'aide mais étaient des locaux, c'est ça? Voilà. Alors, ce qui fait qu'on passait des heures, même des jours derrière l'hôtel de ville pour attendre parfois 5 kilos de maïs. Et c'était pas facile. Donc, même la population qui était dans la précarité se faisait passer pour les refoulés. Alors, ce qui causait des conflits, des problèmes, non, c'était pas facile à vivre. J'ai une dernière question pour vous, Jemima. Vous appelez aujourd'hui de Kinshasa. Je suppose que vous résidez là dans la capitale. Est-ce que vous voyez de là où vous êtes justement des déplacés internes, et est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration dans le système d'accueil aussi?
Moi, je vis à Kananga, mais depuis, c'est comme on a dit, j'étais obligée de changer ma façon de vivre. J'ai créé un univers en moi, j'ai fait plusieurs activités. Après, maintenant, là, je suis créatrice de sacs de mode. Par rapport à l'époque, là, j'ai essayé de voir la vie autrement. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le moment, il y a des ONG. Il y a Caritas International, il y a aussi certaines personnes. Il y en a plus qu'auparavant. Oui, il y en a plus qu'auparavant. Mais le malheur avec le Congo, c'est lequel nous sommes en même temps un pays qui accueille et un pays qui a des déplacés internes. Bien sûr. Donc, on se retrouve avec plusieurs sortes de conflits. Les conflits dont je parle ici, c'est un conflit tribal. Là, on nous a appelés donc déplacés, on nous a appelés refoulés. Mais quand vous allez à l'est, là il y a des conflits, des conflits avec donc des conflits politiques. Donc il y a plusieurs sortes de déplacés. Il y a ceux qui fuient le coin parce qu'il y a par exemple le conflit Mbororo du côté du nord. Il y a les gens qui viennent de Soudan, Ouganda, qui viennent faire paître leur bétail au Congo et puis les gens fuient. Mais il y a aussi ceux qui fuient les massacres à l'est. Mais nous, c'était entre donc une population telle et autre. Jemima, on va reparler avec nos invités justement de tous ces conflits différents et puis toutes ces raisons qui poussent les gens sur le départ. Jemima, merci beaucoup de nous avoir appelés. Ok, je vous en prie. On va poursuivre notre discussion dans quelques instants. N'hésitez pas à nous appeler vous aussi sur le numéro WhatsApp de l'émission. Vos questions, vos témoignages, c'est au 33 764 45 51 41. Réflexion de bord de temps.